Je vous remercie de me donner la parole. Donc, je suis Thierry Mény, le président de l'Association des libres penseurs de France. Et je devais faire une petite intervention, du moins une intervention, elle sera petite, sur la liberté de conscience. Alors, je vais partir un peu d'une définition, une définition que j'aime bien, qui a été donnée par Stuart Mill en 1859 dans son livre « De la liberté ». Le domaine du fort intérieur, exigeant la liberté de conscience dans le sens le plus entendu du mot, la liberté de pensée et d'inclination, la liberté absolue d'opinion et de sentiment, sur tout sujet pratique, spéculatif, scientifique, moral ou théologique. Je suis assez intéressé par l'énumération de la fin de cette citation, spéculatif, scientifique, moral et en dernier, théologique. Ce qui veut dire qu'il y a une prise de position particulière de la part de Stuart Mill dans cette définition. Alors, nous avons commencé nos débats avec un mot d'accueil qui, dans ce mot d'accueil, disait « La loi protège la foi ». Je ne vous cache pas que j'ai été un peu étonné d'entendre ce terme de foi. J'aurais préféré, et ça va être le sujet de mon travail, la loi protège la liberté de conscience. Donc il y a un petit glissement sur les mots qui sont le signe d'une lecture particulière de la laïcité. Alors, la laïcité, du moins la liberté de conscience, je reste dans le monde moderne, je pense qu'elle a au tout départ effectivement une origine religieuse, en particulier autour du protestantisme, mais cette origine religieuse qui demande la liberté de conscience pour que chacun puisse regarder directement sa relation avec Dieu est mise en place effectivement par Luther. Mais elle est mise en place d'une certaine façon, c'est-à-dire pour se dégager des œuvres qu'impose le catholicisme d'une certaine façon et pour essayer de mettre le croyant dans une position directe avec Dieu, avec sa croyance. Ce n'est pas tout à fait négatif cette approche parce qu'elle a l'intérêt, elle a un double intérêt pour ma part. Elle a l'intérêt qu'elle psychologise effectivement le rapport religieux, elle l'individualise et en même temps elle va dans une démarche complètement personnelle de cette recherche. Et effectivement, c'est là où il y a déjà un point de départ de la liberté de conscience. Je vais aller très vite. Le deuxième apport a été fait par les Lumières. Je pense que la lecture que nous pouvons faire, en particulier de l'encyclopédie, lorsque vous rentrez en détail dans ce cercle du savoir que représente l'encyclopédie Diderot d'Alembert, vous avez par les systèmes de renvoi, de corrélats et autres choses, un outil anti-religieux, anticlérical, et qui a pour fonction de faire émerger encore plus cette liberté de conscience. Les Lumières vont porter trois éléments. Bien évidemment, ils vont le porter jusqu'à son plus fort niveau, la dimension de la valeur humaniste, d'un humanisme qui met l'homme au centre de la question, de la compréhension du monde. Ça, c'est un élément extrêmement important, c'est-à-dire que l'on dégage l'humanisme quand même de sa gangue religieuse qui existe depuis la Renaissance. La deuxième chose, c'est le poids qui est mis sur la valeur de la raison. Cette valeur de la raison qui est cette capacité en l'homme, mais aussi cette capacité que l'on va construire dans l'homme. Et bien évidemment, cette construction va passer par l'instruction. Je parle d'instruction. On instruit. Ce n'est pas de l'éducation. C'est plus profond que ça d'une certaine façon. Et le troisième point qu'apporteront les Lumières, c'est la notion d'autonomie de l'homme, bien évidemment. Pour que l'homme soit autonome, il faut qu'il ait des outils de culture, des outils de raison et, bien évidemment,
ne l'oublions pas, des outils politiques. L'outil politique sera la citoyenneté. Alors, ce point est extrêmement important parce que nous voyons que la liberté de conscience, elle s'est construite quand même en opposition, d'une certaine façon, à la liberté que certains voudraient toujours ramener à la liberté religieuse. Et nous allons essayer de voir rapidement pourquoi. La liberté religieuse va mettre en jeu des croyances considérées comme des réalités objectives, transcendantes et supérieures à tout autre. Il y a quand même cette approche dans la question religieuse, dans la liberté religieuse et l'apport que ça a. Deuxièmement, la dimension collective, qui est le mode d'extériorisation de la religion. Alors effectivement, liberté de conscience va d'une certaine façon être individuelle, c'est ce que disait Catherine Kinsler tout à l'heure, l'individu, les singularités, par opposition effectivement à une dimension collective qui englobe le sujet. S'il y a des dimensions collectives, il va y avoir une forme de communauté, le poids du groupe qui va s'imposer à l'individu. Et bien évidemment, nous le voyons bien, il y a une contradiction avec une certaine conception de la liberté de conscience. Ensuite, à partir du moment où il y a la construction de cette communauté, le rapport individu-société ne va pas être le même. Il va y avoir une opposition entre le groupe et la société, c'est-à-dire une communautarisation, il faut bien le dire, de la conception par rapport à la société. Et bien évidemment avec un effet assez délétère qui va être à un moment donné ce qui s'appellera l'assignation communautaire qui va prendre le dessus sur l'individu. Le troisième point, c'est que bien évidemment la question de l'hétéronomie, c'est-à-dire de l'origine extérieure de cette conscience. Il faut reconnaître qu'il y a dans la liberté de conscience républicaine cette dimension immanente, ça vient de l'homme, ça vient de la société, ça vient du législateur, ça ne vient pas d'un extérieur. Aussi religieux qu'il puisse être, ça ne vient pas de là. Et ça, c'est un élément extrêmement important, parce que ça ne met pas l'individu dans la même position. Il sait très bien que les lois peuvent s'adapter, être transformées, prendre en compte les nouveautés, qu'il n'y a pas quelque chose d'intangible parce que ça viendrait de l'extérieur. Donc la liberté de conscience ne peut pas être réduite à la liberté de religieuse. Ensuite, je voudrais aborder un autre point. Très souvent, il y a une confusion qui est faite entre la liberté de conscience et une forme de ce qui s'appellerait une liberté d'opinion. Alors, il faut le savoir, je crois qu'on peut voir 2-3 éléments qui distinguent ça. La liberté de conscience va avoir un rapport très particulier au fort intérieur. Nous pouvons considérer que les convictions ne sont pas assimilables à des opinions. Elles ont un fondement plus intime, elles engagent plus profondément l'individu dans son rapport au monde. Les opinions, les idées sont plus ou moins superficielles, elles sont plus conjoncturelles. Elles ont une dimension plus intellectuelle que morale. Ça, c'est le premier point qui distingue par rapport à la liberté d'opinion. La plupart du temps, la conscience reste liée à une question de jugement moral, tandis que toutes les opinions ne mettent pas en jeu des appréciations morales. Elles n'ont pas cette dimension normative que peut avoir la liberté de conscience lorsqu'elle est dans cette approche très morale de certaines choses. Troisième point, la liberté de conscience est quand même une notion de combat. C'est-à-dire qu'elle est plus exigeante que la liberté d'opinion dans la mesure où elle met en jeu des convictions très profondes, cette notion de fait de fort intérieur. Elle implique d'une certaine façon, dans cette notion de combat, une
adhésion de tout l'être dans son comportement individuel et collectif. Elle tend à ériger la conscience de l'individu en norme ultime, et ça, c'est un élément quand même important. Ensuite, le quatrième point qui le distingue, c'est effectivement les modes d'extériorisation de la liberté de conscience. La liberté d'opinion et la liberté de conscience ne sont pas du tout de même nature. Les opinions peuvent s'extérioriser par la parole, par des actes, des images, des manifestations, tandis que la liberté de conscience s'extériorise d'abord dans des comportements et dans des conduites. Et ça, c'est un point qui est quand même extrêmement important. Il y a quand même une dimension intime qui s'oppose à une dimension, disons, plus collective, plus bruyante, plus extérieure. Ce qui ne veut pas dire que l'intime ne va pas à un moment donné s'exprimer sur l'extérieur, mais il y a quand même cette dimension-là. Alors, je vais essayer d'aller très très vite parce que on m'a demandé d'aller vite. C'était le mot d'ordre. Ils ont faim. Oui, je sais. Alors, la question de la liberté de conscience, c'est qu'effectivement, le rapport qu'il va y avoir entre intériorité et extériorité va mettre en place d'une certaine façon un clash d'une certaine façon. La liberté de penser ce que je veux, c'est une liberté d'adhésion qui va être absolue, bien évidemment. Mais cette liberté d'adhésion va être confronté aux nécessités que je veux quand même exprimer certaines choses, et au moment où je veux exprimer certaines choses, je vais quelquefois me heurter à des impératifs de la vie en société. C'est toute la partie que nous connaissons dans la loi de séparation qui dit respecter certaines choses que le législateur a mis en face. Donc, la grande question qui est intéressante, c'est l'articulation, et je terminerai là-dessus, de l'individuel et du collectif, de l'individuel et de la société. Et la liberté de conscience doit toujours être défendue dans son absolu, et on doit toujours quand même avoir en tête cette notion d'articuler ça au collectif. Et la laïcité est un bel exemple d'explication, de tentative d'articuler ces deux choses-là. Ce n'est pas pour rien que c'est en début de la loi que cela est noté, de la loi de 1905. Je vous remercie de votre attention.